à tous et bienvenue sur Hors Média pour une émission exceptionnelle à l'approche des municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Donc, nous allons recevoir tous les candidats, en tout cas les candidats qui nous répondront et qui voudront détrôner le maire sortant actuel Serge Grouard. Et aujourd'hui, pour cet deuxième épisode, après le maire sortant Serge Grouard, nous recevons Baptiste Chapuis, candidat de l'Union de la gauche et des écologistes. Bonjour, monsieur Chapuis. Bonjour. Vous allez bien ? Et vous ? Écoutez, ça va. Je dis également bonjour à nos invités. Bonjour à Loris. Bonjour Loris. Bonjour. Bonjour Thiago. Bonjour. Et bonjour Robert. Bonjour. Monsieur Chapuis, alors vous avez 44 ans, vous êtes directeur mission numérique et conseil municipal et départemental depuis plus de 10 ans. Vous vivez dans les quartiers est d'Orléans, vous êtes né, vous avez grandi dans le Loiret. Vous avez été élu en 2008 sur la liste conduite par Jean-Pierre Sueur avant de mener en 2020 la liste Faire respirer Orléans, sur laquelle vous avez été élu conseiller municipal. En 2021, vous êtes devenu conseiller départemental du Loiret pour le canton d'Orléans, donc qui rassemble les quartiers Bourgogne, Argonne et Gare Barrière-Saint-Marc et le Faubourg Bourgogne. En 2024, vous créez un nouveau collectif Maintenant Orléans. Et en 2025, on vous désigne candidat à la mairie d'Orléans à l'issue d'une primaire de la gauche et des écologistes avec 66% des voix contre 34 pour Benoît Pascal qui était face à vous. Et donc, comme je le disais, vous êtes candidat à la mairie d'Orléans avec votre liste de gauche Rassembler Orléans. Ma première question, monsieur Chapuis, vous dites que vous avez la volonté de transformer la ville, de rassembler donc les Orléanais et les quartiers. C'est l'ADN de votre démarche. Que voulez-vous dire par là ? Aujourd'hui, je veux le dire à tous les Orléanais et les Orléanais, on est dans un moment important. On va donner la parole aux Orléanais et aux Orléanais le 15 et 22 mars prochain. On arrive à un moment donné où, en effet, comme vous l'avez dit, Serge Grouard est élu depuis 25 ans. Et on a besoin de sortir de cette séquence. On a une ville qui se fragmente, qui parfois se divise. On a stigmatisé certains nombres de populations. Et aujourd'hui, pourquoi on veut... Cette liste s'appelle Rassembler en Orléans, parce qu'on veut rassembler toutes les générations, tous les quartiers, toutes les communautés pour travailler ensemble et faire citer et faire emmener notre ville d'Orléans plus loin avec une très forte ambition sur les questions sociales, environnementales, économiques. On en reviendra tout à l'heure, mais on a besoin de retrouver un nouveau souffle dans cette ville. Vous parlez aussi d'une gratuité progressive des transports dans votre programme. Donc je rappelle que dans la région centre, il y a par exemple à Châteauroux qui l'a déjà fait. Comment vous souhaitez procéder à ça sur Orléans ? Alors nous, on est une liste sérieuse et crédible, c'est-à-dire qu'on veut y aller progressivement. La première étape, c'est une fois qu'on sera élu, c'est la gratuité pour le week-end. Donc très rapidement, dans les premières semaines où on sera en responsabilité, dès le 23 mars, on mettra en place cette gratuité le week-end. Bus et tram ? Bus et tram. La question de la gratuité du week-end, c'est pour les sorties sportives, pour les sorties culturelles, pour les familles, mais c'est surtout aussi pour soutenir nos commerçants. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté, on a besoin de les accompagner et de les soutenir. Et donc cette gratuité doit permettre aussi à ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre les transports en commun de les découvrir et de s'habituer à les prendre. Dans un second temps, et on va y aller par étapes, ça sera la gratuité pour les jeunes et pour les seniors. En gros, ceux qui n'ont pas d'accompagnement par leur employeur sur la question du versement transport. Et donc, ça sera la deuxième étape. Et la troisième étape, d'ici la fin du mandat, la gratuité pour toutes et tous. Mais ça ne se fera que si les finances de la ville et de la métropole, parce que c'est une compétence métropolitaine, permettent de supporter cette démarche-là. C'est pour ça qu'on parle de chemin de la gratuité. Et cette gratuité, vous l'avez déjà dit, elle existe déjà en région, mais elle existe aussi déjà dans 44 réseaux en France. Il y a 44 réseaux en France qui, aujourd'hui, ont mis en place cette gratuité. Et il y en aura beaucoup plus demain parce qu'il y a beaucoup de candidats qui l'apportent dans cette campagne. Vous parlez aussi d'une extension de la ligne A du tram vers Saran qui sera étudiée. Vous misez également sur la création d'itinéraires cyclables pour sécuriser notamment les accès aux écoles. Oui, alors sur la question des pistes cyclables, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, moi je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Je suis inquiet quand je prends le vélo avec mon fils de 2 ans, avec mon fils et ma fille qui a 7 ans. Les pistes cyclables ne sont pas sécurisées à Orléans. On ne peut pas aller d'un point A à un point B, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aller au collège, on ne peut pas aller au palais des sports, on peut pas de manière sécurisée en vélo. On a besoin d'avoir un réseau cohérent, maillé et sécurisé. Et ça, c'est quelque chose qui est très simple. Ça a été voté en 2019 et ça n'a juste pas été appliqué d'ici là. Donc nous, très clairement, on a le dit, on veut qu'Orléans, ça soit une ville 100% cyclable. Et ça, pareil, par étapes. La première étape, c'est de sécuriser les espaces de manière provisoire. On l'a fait sur le quartier Bourgogne, on l'a fait pendant le Covid.
de manière avec des aménagements provisoires, on sécurise les pistes cyclables. Et au fur et à mesure, ces aménagements provisoires, on les pérennise. Et donc ça doit devenir dans l'ADN des réflexions de rue, systématiquement penser à sécuriser les piétons, sécuriser les circulations douces, donc trottinettes et vélos, et derrière, laisser une place à la voiture, mais la juste place. Dans votre programme, Monsieur Chapuis, il y a un fort accent sur l'école-éducation. Vous dites aussi que les 5575 élèves des écoles primaires bénéficieront d'un kit gratuit de fournitures scolaires à la rentrée, donc pour un coût total à peu près de 300 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça ? Vous l'avez vu dans notre petit document, il y a un fil rouge tout le long. C'est la ville à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que quand on conçoit la ville à hauteur d'enfant, on la pense pour tous les usages, pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite, pour les familles, pour les gens seuls. Et en fait, c'est ce changement de paradigme qu'on veut mettre en place à Orléans. On le dit, il faut qu'on ait une ambition pour nos jeunes. On a besoin de créer une nouvelle aspiration pour ces jeunes. On a besoin, par exemple, et c'est écrit dans le document, et vous l'avez dit, d'une gratuité de l'école. Et donc ça passe par des kits de fourniture scolaire. Combien coûte à chaque année la rentrée scolaire pour des familles qui ont 1, 2 ou 3 enfants ? Ça coûte très cher. Et là, aujourd'hui, on peut permettre, avec les parents d'élèves, en lien avec les enseignants, de mettre à disposition des kits à la rentrée. Une proposition très concrète aussi, c'est la végétalisation des cours d'école. Aujourd'hui, on fait 1 à 2 cours d'école par an. Il y aura 60 groupes scolaires. Donc ça veut dire qu'il faudra plus de 30 ans pour arriver au bout. Et nous, on dit qu'en un seul mandat, en concertation, on peut végétaliser l'ensemble des cours d'école. Ça doit être une ambition, ça doit être un objectif très fort pour nous. Et vous souhaitez aussi créer des logements sociaux ? Exactement. Aujourd'hui, on sent qu'on a, il y a 6000 demandeurs de familles qui sont en attente de logement social à Orléans. Et en fait, le système, il est embolisé. On a des gens qui souhaitent rentrer dans le parc locatif social et des gens qui sont dans des logements des fois un peu grands parce que les enfants sont partis, mais qui ne souhaitent pas quitter leur quartier. Et en fait, il y a une sorte de tension sur le parc parce qu'on n'a pas créé assez de logements, du logement privé, du logement public, du logement social, très social. Et aujourd'hui, on a besoin de recréer du logement. Et en effet, quand on a habité pendant 20 ou 30 ans dans un quartier, on n'a pas envie de le quitter. Et donc, on a besoin de retrouver des logements plus petits, plus adaptés, peut-être plus accessibles avec un ascenseur qui fonctionne, avec des services à développer. La ville de Saint-Jean-de-Marais a notamment déployé un beau projet sur un habitat intergénérationnel. Et à Orléans, on doit aussi réfléchir à ces modes de logement aussi. Je vais maintenant donner la parole à nos intervenants. On va commencer par toi, Loris. Tu as 28 ans, tu es prothésiste angulaire et technicienne ciliaire. Tu es entrepreneuse depuis 2022. Est-ce que tu as une question à Baptiste Chapuis ? Oui, bien sûr. Ma première question, c'est est-ce que vous prévoyez des actions pour accompagner vos jeunes entrepreneurs ou entreprises locales pour pouvoir les aider en fait à se créer et surtout survivre dans le temps à Orléans? Alors bonjour, en effet c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a un tissu économique qui est plutôt dense à Orléans et qui fonctionne plutôt bien. Et donc, il y a 2 sujets. Il y a comment on garde nos entrepreneurs et comment on se développe localement et comment on laisse aussi nos jeunes ou nos moins jeunes à pouvoir permettre de créer des entreprises sur notre territoire. Ça marche et il y a plusieurs mécanismes pour ça. C'est comment on incube, comment on accompagne, comment on mentore des projets qui sont sur notre territoire. Ça peut passer notamment par des microcrédits où on a besoin des fois de 5-10 000 euros pour amorcer la pompe. On a le projet, on a l'idée, on a besoin de quelques milliers d'euros pour louer le local, pour s'équiper. Et ça, c'est très important parce que ça peut passer dans un système de crédit où la personne qui, une fois que son activité est lancée, va se mettre peut-être à recruter. Donc, il y a un effet bénéfice pour notre territoire. Souvent, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Votre fonction aujourd'hui, on ne peut pas le mettre à l'étranger. Je veux dire que c'est vraiment inséré sur notre territoire. Et peut-être que demain, vous allez 1, 2, 3, 4 salariés. Et l'argent qu'on vous a prêté, vous allez le rendre. Et cet argent-là, on pourra le réinvestir dans une autre entreprise, dans un autre projet de jeunes ou de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses. Et ça, c'est très important. Depuis 5 ou 6 ans, on a vu notre tissu économique se rabrougrir. On n'a pas de nouvelles entreprises qui se sont installées. On a le labo Orléans qui permet d'accueillir un certain nombre de projets autour du numérique et on n'a pas de licornes ou de challengers qui sont arrivés, qui sont mis dedans. On a fait beaucoup d'immobilier d'entreprise, mais un territoire, il doit vivre, il ne vit qu'avec ses entrepreneurs. Et notre attractivité, ça passe aussi par des capacités à entreprendre sur notre territoire. Je prendrai juste un exemple. Aujourd'hui, nos étudiants, on a un grand
grand nombre d'étudiants sur notre territoire. Il y a un sondage qui a été fait il y a 2 ans. Il n'y a que 4% de nos étudiants qui souhaitent s'investir et s'installer à Orléans après leurs études. Et ça, il faut que ça change. C'est une ressource considérable que sont ces jeunes qui sont formés sur notre territoire, qui connaissent notre territoire et qui souhaitent s'en aller parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans notre territoire. Et donc je pense qu'on a un enjeu incontournable de faire confiance à notre tissu économique, les écouter. Moi, je le dis, c'est écrit dans le document. Il y aura des instances qui seront créées où on permettra d'avoir, sur des aménagements urbains, sur des aménagements liés aux mobilités, qu'on écoute nos acteurs économiques, qu'on écoute nos commerçants, qu'on écoute nos chefs d'entreprise. Et ça, c'est indispensable qu'ils puissent. Ce sont des acteurs comme les autres. Il y a des acteurs associatifs. Et il y a des chefs d'entreprise qui doivent permettre de donner leur voix aussi sur les choix de la ville. Monsieur, vous parlez tout à l'heure, excusez-moi. Alors c'est Robert, donc il a 66 ans, français d'origine congolaise, donc de Brazzaville. C'est un retraité. Il arrive en France en 1981, donc ça fait 46 ans quand même qu'il est à Orléans. Plus d'1 an dans la grande distribution du bricolage, vendeur expert chez Castorama Olivet pendant 35 ans, de 1990 à 2024. Allez-y. Ma question sera plutôt... Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous êtes de l'union de la gauche. La gauche, cela commence d'où et s'arrête où? Je cherche à comprendre un peu quelle union de la gauche, de quelle gauche. Nous, c'est très clair, c'est sur l'ensemble de nos documents. Nous, on avance en toute transparence. Moi, j'ai une grande cohérence dans mon engagement. Je me suis engagé à 17 ans au Parti socialiste et je suis toujours au Parti socialiste. J'ai pas fait des va-et-vient de parti, j'ai toujours été dans ce parti-là. Et aujourd'hui, on a réussi à rassembler 14 organisations qui vont de Place Publique à Debout, donc en fait de Raphaël Glucksmann à François Ruffin, et aussi à s'associer avec 3 collectifs citoyens, Orléans Citoyens, Orléans Ensemble et Faire Respirer Orléans. Donc, et donc aujourd'hui... Si je comprends bien... j'ai pas terminé, vas-y. Si je comprends bien, ça veut dire que LFI ne fait pas partie de l'union de la gauche. Non, il n'y a pas la France Insoumise dedans. Non, mais c'est très clair. Non, c'est ce que... Il y a 3 listes. Il y a une liste associative, il y a une liste de rassemblement d'union de la gauche et des écologistes, et en effet, il y a une liste insoumise, et en effet, c'est très clair sur Orléans. C'était pour éclaircir un peu sur ce point. Vous faites bien. Si vous voulez continuer, c'est vrai, juste pour vous dire, parce que ce collectif partisan, parce qu'au début c'était des partis politiques qui se sont engagés, sont ouverts très largement. C'est-à-dire qu'on a organisé, vous l'avez dit en introduction, on a fait une grande consultation citoyenne, plus de 2000 participations. On a fait une tournée estivale où on allait dans 14 étapes, donc tous les quartiers d'Orléans. Et on a organisé en effet une primaire ouverte pour permettre systématiquement de redonner la parole aux Orléanaises et aux Orléanais. Et ça a constitué un petit peu notre ADN de notre démarche, et ça a mis en place aussi un système de priorisation et de bien identifier les préoccupations des Orléanais des Orléanais. Et on l'a dit, ce qu'on a fait dans la campagne, on le fera une fois qu'on sera élu. C'est-à-dire cette tournée des quartiers, ce printemps des quartiers qu'on va organiser là dans quelques jours, on voudra le refaire dans 1 an pour revenir devant les Orléanais et les Orléanais et leur montrer ce qu'on a fait en 1 an. Et ça, pour nous, c'est très important de venir pendant les élections, mais aussi de revenir après. Parlons des étudiants. Tout à l'heure, vous avez parlé d'étudiants. À quelle place vous situez les étudiants étrangers dans la ville ? Alors, le débat est national en ce moment. C'est une très bonne question, parce que justement, on a fait ce travail-là, avec notamment l'Association des étudiants africains d'Orléans, mais avec d'autres organismes. Orléans n'est pas une ville accueillante. Moi, je le dis, pour les étudiants étrangers, ce n'est pas une ville accueillante. On a besoin d'accueillir mieux l'autre, l'étranger, mais pas que étrangers loin de chez nous, c'est des gens de Tours, c'est des gens, mais aussi des étudiants qui viennent de loin. Je sais que l'université a fait un travail pour améliorer leur capacité d'accueil. Mais il y a de nombreuses villes, je prends l'exemple de la ville de Montpellier, qui organisent des moments festifs qui permettent d'accueillir bien, sereinement, l'ensemble des étudiants étrangers en leur proposant les différents services que peut permettre, qui est mis à disposition d'une ville. La question du logement, il y a des jeunes qui arrivent, souvent ils n'ont pas de perspective de logement. Au-delà des logements crous, il y a aussi les logements privés. On doit permettre de bien accueillir. La question des stages, la question aussi de la vie sociale, sur comment on s'insère quand on vient d'un pays étranger et qu'on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, comment on accueille l'autre, comment on crée aussi un système de parrainage où des étudiants qui sont là depuis un certain nombre d'années pourraient permettre de mieux accueillir des étudiants qui viennent d'arriver. Et donc ça, c'est un changement de mentalité. Nos étudiants étrangers, c'est les ambassadeurs de notre ville. Moi, j'ai été étudiant à la fac d'Orléans. J'ai connu beaucoup de Sénégalais parce que j'ai fait mes études à la fac de droit. Et c'est des gens qui repartent souvent dans leur pays ou qui vont après faire leur parcours professionnel un peu partout en France. Et si eux,
une belle image d'Orléans, derrière, ils vont la défendre. Et ça, c'est très important. Et ça passe aussi par là. Je veux dire que notre capacité à bien accueillir les étudiants étrangers, ça n'en fera que des ambassadeurs de demain. Et donc, ceux qui sont aussi dans les 4% qui veulent s'investir et qui veulent avoir leur parcours personnel et professionnel à Orléans, ça, il faut qu'on arrive à le tripler, à le quadrupler pour que ceux qui font leurs études, ils aient envie de rester sur notre territoire. Et les étudiants étrangers, c'est des grandes ressources aussi pour notre territoire. Thiago, tu es donc ex-étudiant au lycée Benjamin Franklin et sportif handballeur au Septors, donc en moins de 18. Tu es à la recherche donc d'un emploi et tu veux reprendre les cours l'année prochaine. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as une petite question pour... Oui, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, beaucoup de femmes disent qu'elles adaptent leur trajet, évitent certains endroits ou ne prennent plus les transports seules tard le soir. Si vous devenez mère, quelles mesures précises et rapides vous metteriez en place pour que d'ici 1 an, une femme puisse rentrer seule le soir en se sentant en sécurité tout le long de son trajet? Alors, je vous remercie pour cette question parce que je parlais tout à l'heure de la question de la tournée estivale et la grande consultation. C'est un sujet qui est revenu systématiquement. La question déjà de l'éclairage urbain, donc de pouvoir le rallumer, mais aussi plus globalement de tout ce qui est harcèlement de rue, y compris dans les transports en commun. Donc ça, c'est indispensable. Donc nous, on a des propositions très concrètes qu'on a fait dans le document. Il y a très rapidement déjà former nos policiers. On a besoin de former nos policiers à la question des violences sexistes et sexuelles et des questions du harcèlement. Deuxièmement, très concrètement, créer des lieux safe. Donc, ça peut être des bars, des restaurants, des théâtres, des gens qui ont été formés, sensibilisés et qui savent recevoir la personne identifiée avec un macaron ou quand la personne se sent en insécurité, peut aller dans ce lieu refuge et peut trouver une capacité d'écoute et aussi de réaction en disant voilà, nous on va appeler la police et vous restez là et on va vous protéger, etc. Ça passe également sur des boutons d'alerte et ça c'est quelque chose qui prendra un petit peu plus de temps, mais on veut identifier des endroits où on pourra mettre des boutons d'alerte qui permettra d'alerter de manière prioritaire le centre de sécurité d'Orléans. Et il y a aussi dans les transports en commun la capacité sur le téléphone portable de pouvoir alerter discrètement les services de sécurité. Aujourd'hui, c'est inadmissible que des femmes changent leurs habitudes pour des questions de harcèlement de rue, et ça doit changer. Et on doit pouvoir aussi, et ça c'est mon dernier point, sur une question de méthode. Avec les associations féministes notamment, ça s'appelle des déambulations, et d'aller voir concrètement dans les lieux physiques quels sont les endroits qui sont anxiogènes, et pouvoir les identifier et pouvoir mieux les traiter. Est-ce qu'il faut augmenter l'intensité de la lumière? Est-ce qu'il faut installer une caméra? Moi, j'ai pas de dogmatisme là-dessus. S'il faut mettre une caméra, on en met une. Il faut qu'elle soit utile. Et donc, sur tous ces sujets-là, il faut qu'il y ait ça soit un vrai projet de ville. Il faut que la ville soit inclusive et féministe, et donc que chacun puisse trouver sa place tranquillement dans tous ses déplacements, y compris dans les activités. Et je fais une toute petite parenthèse sur les événements sportifs. Il faut aussi qu'on arrive à sensibiliser nos clubs sur des événements des fois festifs dans les tribunes. Il faut que les femmes se sentent à l'aise aussi dans les tribunes sportives. Il faut qu'elles se sentent à l'aise lors des grands rassemblements sportifs, y compris dans la rue, sur les fêtes de la musique, sur les fêtes de Jeanne d'Arc, pendant les fêtes de Loire, etc. Il faut que notre ville soit un lieu safe à 100%. Sur le volet économie, M. Chapuis, donc vous proposez d'améliorer l'accès au foncier pour les entreprises, de favoriser l'accès à un emploi grâce au territoire zéro chômeur longue durée. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Alors ça, c'est deux propositions assez concrètes, mais plus globalement, je vais dézoomer et je reviens sur les deux propositions. Et je l'ai dit tout à l'heure à madame, on a besoin d'avoir une nouvelle ambition sur ce territoire économique, très forte. On a l'impression depuis ces dernières années, on a du mal à voir vers où on veut aller. Est-ce qu'on veut aller sur les questions de services, de secteur tertiaire? Est-ce qu'on va aller dans le domaine du numérique? On veut se spécialiser dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique, dans la pharmacie? Enfin, on a du mal à voir quel est le projet politique de notre territoire. Et on a besoin de le clarifier. Et ça passe notamment, et je l'ai dit, pour faciliter l'installation d'entreprises. On a besoin de créer de l'emploi à Orléans. Si on veut une ville attractive, on doit créer de l'emploi. Donc soit on le crée avec des entrepreneurs qui joue une part de risque, parce qu'en fait, quand vous avez lancé l'entreprise, c'est une part de risque. Et moi, je tiens à le reconnaître, que les gens qui prennent un risque en créant de la valeur sur le territoire, il faut le reconnaître. Et c'est précieux pour un territoire, parce que si on n'avait pas d'entrepreneurs, notre territoire disparaîtrait tout doucement. Mais il faut aussi donner les possibilités. Et donc, ça passe par des logements, enfin des lieux physiques qui permettent soit d'incuber le projet, mais aussi de pouvoir se développer. Et en effet, on a besoin de développer le foncier d'entreprise. Alors, le foncier d'entreprise, ça ne veut pas dire qu'on veut créer des entrepôts sur des espaces boisés, etc. Non, c'est de se dire qu'aujourd'hui, sur notre territoire, on a des locaux vides, on a des espaces qu'on doit réhabiliter. Et tout ça, ça peut se faire en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs économiques, notamment la CCI, la Chambre des métiers, etc. Mais on n'est pas obligé de créer de nouveaux bâtiments pour pouvoir accueillir plus d'activités.
Et vous voulez aussi améliorer donc le projet de la transformation des halles initié par le maire sortant Serge Grouard. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors, aujourd'hui, c'est un sujet qui est planté. C'est-à-dire qu'on se le dit, désolé de le dire de manière triviale, mais c'est-à-dire qu'il y a une opposition farouche des artisans qui sont aujourd'hui dans les halles et la situation est complètement ankylosée et ça ne bouge pas. Nous, on a un projet très ambitieux pour cet espace-là. La première chose qu'on veut faire, c'est expliquer à tous ceux qui sont aujourd'hui hébergés dans les halles que nous n'allons pas rajouter de la concurrence à la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en difficulté. Ils ont des modèles économiques qu'il faut accompagner. Et donc, on dit dès le départ, nous, les halles gourmandes, ça ne sera pas venir calquer un modèle qu'il y a dans le sud de la France ou ailleurs pour pouvoir l'appliquer à Orléans. On a un projet qui est, on fait avec les artisans, les maraîchers, les métiers de bouche. On travaille avec les restaurateurs et on le dit, on aimerait bien avoir un espace modulable où tous les mois, tous les 2 mois, des restaurants qui sont déjà installés à Orléans puissent venir valoriser leurs produits sur 1 ou 2 mois, sur des choses du snacking à emporter, sur la découverte de produits, etc. Et le dernier volet qui est quelque chose qui est assez unique en France, on veut en faire une vitrine de l'artisanat. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. On veut faire une équipe d'Orléans, comme il y a une équipe de foot, comme il y a une équipe de hand, comme une équipe de rugby ou de basket. On veut faire une équipe de nos artisans de bouche, de nos métiers de bouche. On veut former le champion du monde de la boucherie, de la boulangerie, de la pâtisserie. Et en fait, ça, on veut le faire de manière très ouverte. Alors, nous, on l'a imaginé avec des grandes baies vitrées où des jeunes pourraient venir s'entraîner à la compétition. Des plus jeunes pourraient venir voir comment ça se passe, peut-être donner des vocations aussi en disant là, moi je vois un boulanger travailler en termes d'excellence qui prépare ses concours nationaux et internationaux, ça me donnera envie et peut-être que ça poussera des jeunes à rentrer dans ces formations. Et donc ça va faire vivre les halles aussi toute la semaine, parce qu'aujourd'hui les halles vivent beaucoup le week-end, mais assez peu la semaine. Et donc si on crée de l'animation et si on crée cette vitrine de l'artisanat et des métiers de bouche, on pense que ça peut faire un très beau projet qui peut rayonner au niveau national et international. Juste avant de redonner la parole, juste avant de redonner la parole à nos invités, moi j'ai une question qui me touche. J'en ai parlé à Monsieur Grouard, c'est sur le harcèlement scolaire à l'école. Vous, Monsieur Chapuis, qu'est-ce que vous préconisez par rapport à ça? Alors sur le harcèlement, je crois qu'on est une des seules équipes à l'avoir écrit dans le programme. On veut un vrai plan de lutte contre le harcèlement à l'école, mais aussi sur le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un continuum d'harcèlement. Souvent, ça commence à l'école et ça continue sur le numérique, et après ça revient à l'école, etc. Et donc on a besoin d'agir concrètement sur la question du harcèlement. Alors comment on s'y prend? La formation de tous et tous. Alors ça passe par l'éducation nationale. On n'a pas de levier direct sur l'éducation nationale, mais ça passe à former tous nos acteurs du périscolaire. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'agir sur le périscolaire, une capacité à mener des projets de sensibilisation sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville intervient sur les questions culturelles ou sportives dans les écoles. Et il peut très bien décider, on intervient dans les collèges, dans les lycées, sur les maladies sexuellement transmissibles, sur un certain nombre de sujets de prévention. Et sur le harcèlement, on doit pouvoir intervenir massivement. Alors l'éducation nationale le fait en partie, mais on doit pouvoir investir plus massivement. Ça doit être sur l'école, ça doit être dans les clubs sportifs, ça doit être dans les lieux culturels. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un continuum. C'est-à-dire que le harcèlement, malheureusement, il n'a pas de frontières. Il n'a pas de limite. Et donc, on doit pouvoir sensibiliser l'ensemble de nos acteurs sur ces questions-là et de les mobiliser autour de cette grande cause qui est de la lutte contre le harcèlement. Robert, allez-y. Je vais revenir un peu sur la création des entreprises dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Quelle est la différence, puisque j'ai l'habitude de fréquenter un peu les restaurants, les milieux... Et c'est un constat, la plupart des compatriotes, donc je parle des étrangers, qui ouvrent des restaurants, ça a tendance toujours à être contrôlé très rigoureusement par les services d'hygiène, par la sécurité, par la police, etc. Mais je me rends compte quand je me déplace à Orléans, et on parle parfois du dérangement nocturne, les bruits nocturnes. Mais quand je passe dans la rue de Bourgogne, je me rends compte, on dirait qu'il y a 2 mesures qui ne sont pas identiques, puisque le bruit qu'il y a dans la rue de Bourgogne, quand il y a des festivités, les voisins ne se plaignent pas. Quand on est juste écarté de la rue de Bourgogne, on ouvre un petit truc pour essayer de subvenir aux besoins. Et bien, très rapidement, ces trucs-là sont très rapidement sanctionnés, 2 fois fermés. Donc je ne vois pas pourquoi, la rue de Bourgogne, il y a un boucan énorme. Et de l'autre côté,
quelques clients qui arrivent et le mec qui essaie de s'en sortir, en général, ça finit par un dépôt de bilan ou une fermeture administrative. Et vous, dans les manettes, quand vous serez dans les manettes, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que souvent, les étrangers sont sanctionnés sur ce point-là. Alors après, s'il y a une sanction spécifique sur les restaurants étrangers, ça porte un nom, c'est de la discrimination et il faut que ça soit absolument condamné. Donc ça, c'est le premier sujet. Sur le deuxième sujet, si vous parlez de la rue de Bourgogne, on sait que quand on va habiter rue de Bourgogne, on sait qu'il peut y avoir du bruit. Moi, je sais que dans le programme, on a ce rapport au bruit. Aujourd'hui, on a un rapport qui est particulier avec le bruit. On a des gens qui habitent en ville et pourtant qui veulent avoir un certain calme. Mais inversement, on a aussi besoin d'avoir une ville qui soit festive, ouverte, qui permet d'avoir des bars qui accueillent des concerts. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent mettre... On a vu le bar Marlorement irlandais qui n'arrive pas à ouvrir parce qu'il y a des procédures sur procédures sur procédures pour l'empêcher d'ouvrir parce que justement, il veut accueillir des concerts, il veut accueillir de la musique. Moi, je le dis, on peut pas avoir une ville... on peut pas avoir une ville qui veut être attractive avec des jeunes qui vont en plus arriver massivement avec le campus sur l'hôpital Morte-Madeleine et demander à une ville qui s'arrête à 1h du matin le samedi soir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc aujourd'hui, on doit pouvoir accompagner les propriétaires de restaurants ou de bars sur la question de l'insonorisation, mais que les règles soient très claires dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas s'ouvrir si le lendemain, on leur dit, une fois qu'ils ont investi leur pécule personnel, on leur dit, ah ben non, au final, ça fait trop de bruit, au final, ça serait bien, il y a peut-être une hotte à rajouter ou une extraction d'air, etc. Je veux dire, non, il faut que les règles soient très claires quand ils s'installent et que les règles du jeu soient posées pour qu'on puisse permettre d'accueillir un certain nombre de projets. Après, je le dis aussi, faut pas que ça soit l'anarchie. Aujourd'hui, il n'y a pas de vision claire de ce qu'on veut faire dans nos commerces à Orléans. Sur la question des restaurants, je pense qu'il y en a déjà beaucoup. Donc je dis pas qu'on va freiner l'installation de nouveaux restaurants, mais moi j'aimerais déjà que ceux qui sont installés puissent déjà bien vivre. Et qu'à un moment donné, sur les modèles d'installation de chaînes qui viennent popper pendant 3-4 ans et après qui disparaissent, je sais pas ce qu'on a besoin d'une ville. On a besoin de restaurateurs qui s'investissent comme madame qui veut s'investir sur le territoire, sur le long terme, et donc on a besoin de les accompagner. Donc ça aussi, il faut qu'on trouve un certain équilibre entre cette volonté dès qu'il y a une cellule vide, de pouvoir absolument la remplir et de mettre un projet dessus, sauf qu'il ne faut pas que ça déséquilibre le reste de l'équilibre commercial du secteur et plus globalement de la ville. Donc, alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour moi c'est très important d'accompagner les projets sur leur installation et que les règles soient claires en amont, c'est-à-dire quand vous vous installez là, vous avez le droit de faire ça, mais en effet, vous ne pouvez peut-être pas faire ça. En effet, si vous venez pour un restaurant, vous ne pouvez pas faire une boîte de nuit, ce qui est assez normal. Mais donc, il faut que les règles soient très claires et définies en amont. Je vais rebondir encore sur la sécurité. Parce que sur Orléans, la plupart des villes annexes de la région, au-delà de minuit, il y a des endroits où la lumière, on éteint les lumières. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a insécurité. Donc, c'est quoi? Les économies à la place de la sécurité ou... Tout a été rallumé. Sur quel secteur d'Orléans même. Les secteurs ont été rallumés. C'est-à-dire que je sais que nous, on s'en était plein. Tous les secteurs d'Orléans, normalement, doivent être rallumés. Je crois que tous les secteurs ont été rallumés depuis. Mais en effet, ça a été une expérimentation sur les questions d'économie et d'écologie. Il y a d'autres communes qui le font encore. Mais, comme vous l'avez dit, monsieur, il y a eu un vrai sentiment d'insécurité. Moi, j'ai rencontré énormément de femmes qui étaient très inquiètes quand elles rentraient du travail, notamment l'hiver, parce que la nuit tombe très tôt. Les questions d'insécurité aussi, quand on marchait avec des trottoirs qu'on ne voyait pas, etc. Et donc, très clairement, c'était une bonne idée, mais qui a été mal appliquée. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à de l'éclairage intelligent. C'est-à-dire qu'en effet, que ça s'éteigne quand il n'y a personne, moi, c'est pas illogique. Que ça rallume quand on passe, je pense que là, il y a une réflexion à mener. On va un peu faire tourner la parole. Loris, est-ce que tu as une autre petite question à poser à M. Chapuis? Oui, moi je prends mon exemple. C'est vrai que j'ai travaillé depuis mes 16 ans en alternance. Donc j'ai pu cotiser du CPF. Ensuite, j'ai pu travailler et quand j'ai eu mon projet pour être à mon compte, j'ai pu faire une rupture conventionnelle et avoir du coup des droits avec France Travail pour pouvoir accéder à tout ce qui est formation pour entreprendre, tout simplement. Je pense souvent aux jeunes. Vous avez dit, il y a 4% de jeunes ceux qui veulent se lancer seuls ne veulent pas rester à Orléans. Est-ce que vous allez proposer quelque chose pour les jeunes qui n'ont pas de CPF, qui n'ont pas de chômage, qui ne sont pas boursiers, pour qu'ils puissent justement pouvoir avancer dans la vie active et pourquoi pas peut-être même se lancer à leur compte? C'est une vraie bonne question parce que je l'ai dit tout à l'heure.
sur la question du premier loyer, du premier équipement. Et donc je pense qu'on doit besoin de mettre le pied à l'étrier sur ces projets-là. Et je le dis tout à l'heure, c'était mon intervention sur la question du crédit, du microcrédit qui permet de donner cette petite somme qui permet d'enclencher. C'est-à-dire que c'est pas de la subvention, c'est-à-dire qu'on va pas vous donner de l'argent, mais on va vous le prêter en disant on vous fait confiance et on sait qu'une fois que ça marchera, vous nous le rendrez, qu'on pourra permettre de le financer à un autre projet. Et donc au final, ça coûte pas très cher à la collectivité. Ça permet sur des projets spécifiques de pouvoir les accompagner. Mais ça marche aussi sur des bourses projets, sur des projets qui sont pas forcément économiques, sur des projets humanitaires ou sociaux, où la ville doit pouvoir permettre un système de bourse en disant voilà, on vous fait confiance, vous avez un projet à l'international, vous avez un projet dans votre quartier, et on vous fait confiance et on vous accompagne parce que le management, le montage de projet, c'est pas si simple que ça. Et donc il y a des instances pour ça, notamment il y a le CRIJ, le Centre d'information régional sur l'information jeunesse, un fonds jeunesse qui peut permettre de l'accompagner. Moi, j'ai regretté quand la ville d'Orléans a décidé de supprimer ses subventions parce qu'aujourd'hui, c'était un lieu qui permet d'accompagner aussi des projets culturels, des gens qui ont envie de créer des jeux vidéo, qui ont envie de créer des médias, des contenus, qui est peut-être le futur hors média qui est en train de se construire dans la tête de certains jeunes. Faut leur faire confiance, faut pouvoir les accompagner. Thiago ? Moi, j'ai une autre question par rapport au transport en commun. La mairie parle souvent... Entre le coût des transports, l'offre tard le soir et les questions de sécurité, beaucoup d'habitants ne sont pas satisfaits. Et si vous deviez choisir une priorité claire, baisser les tarifs, renforcer la sécurité, augmenter les horaires nocturnes, laquelle choisissez-vous et comment la financez-vous ? Aujourd'hui, nous, on a une proposition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la gratuité des transports, qui passe d'abord le week-end, ensuite pour les jeunes et les seniors, et en plus la gratuité totale. La question de la ponctualité et de la régularité, parce que c'est un vrai problème pour ceux qui le prennent au quotidien pour aller travailler, notamment, qui ont des bus qui partent en retard ou qui ne sont annulés. Ça, on l'avait identifié, c'est plus de centaines de départs par jour qui n'ont pas lieu ou qui sont reportés. On avait fait ce travail d'identification avec des élus qui avaient fait ce travail pour pointer du doigt et mettre la responsabilité devant le délégataire, qui est Keolis, qui doit respecter ses obligations. Donc, moi, j'oppose pas la question de la tarification et la qualité de service, très clairement. Après, sur les tarifs, sur la question de la mobilité de nuit, c'est pas dans le programme, mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le fait de faire circuler le week-end le tram toute la nuit. Voilà. Entre le dernier tram et le premier tram, je crois qu'il y a 4 heures ou 4 heures et demie entre les deux. Je pense qu'il y a à réfléchir pour peut-être faire circuler le tram toute la nuit. Et je pense qu'en termes d'impact économique et financier, c'est pas si lourd, mais ça pourrait, entre guillemets, sauver des vies, parce qu'il y a des gens qui prennent leur véhicule individuel, des fois alcoolisé, etc., et qui pourraient prendre les transports en commun de manière sécurisée toute la nuit. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait aller. Pour parler un peu de votre liste, Monsieur Chapuis, donc pour rebondir à ce que disait Robert, donc elle regroupe plusieurs mouvances de la gauche jusqu'au Parti communiste, mais sans la France insoumise écartée. C'est votre volonté à vous ou bien c'est Alors nous, on a lancé maintenant à Orléans. Il y avait la France insoumise autour de la table. C'est-à-dire qu'en décembre dernier, on avait la France insoumise et il y a eu une décision nationale qui était de dire que la France insoumise ne souhaitait pas, et ça a été le cas dans toutes les villes en France. Il y a eu une volonté individuelle de la France insoumise. Voilà. Moi, j'ai pas d'adversaire à gauche. J'ai des adversaires à la droite et à l'extrême droite. Il y a certains sujets sur lesquels on peut se retrouver. Et donc, moi, je respecte toutes les listes de gauche. Vous êtes candidat pour la deuxième fois, avant de donner la parole à Robert qui a une petite question. Vous êtes candidat pour la deuxième fois donc à la mairie d'Orléans, avec une liste considérablement renouvelée par rapport à 2020, avec seulement 13 noms, il y a 13 noms sur les 55 de la liste qui sont les mêmes qu'en 2020, et avec une moyenne d'âge des colistiers de 46 ans. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message vous voulez Alors déjà, notre liste, faire passer elle a des gens, vous l'avez dit, qui étaient sur 4 listes différentes la dernière fois. C'est-à-dire des gens qui étaient plutôt au centre, il y en a qui étaient un peu plus à gauche, il y en a qui étaient avec les écologistes. Et donc, on a la chance de pouvoir rassembler toute cette diversité, y compris issue des quartiers, parce qu'on a la chance d'avoir des gens qui ont des vrais engagements associatifs et professionnels dans le quotidien de ces quartiers, et on veut être à l'image de cette ville. On n'est pas des professionnels de la politique, c'est moi qui suis élu et qui tire cette liste, mais derrière, il y a des forces vives du quartier, les chefs d'entreprise, commerçants, avocats. J'ai même vu
une étudiante en droit, exactement. un directeur d'hôpital. Oui, exactement. Et il y a le député Emmanuel Duplessis, député écolo qui est avec nous, une commerçante qui est restauratrice en centre-ville, la directrice des missions locales de l'Orléanais. Donc on a cette diversité de parcours et de profils qui se retrouvent dans cette volonté de rassembler Orléans dans la diversité de la gauche et avec des parcours différents et des gens qui s'inscrivent plutôt dans des parcours citoyens. On a la chance d'avoir Orléans Citoyen et Orléans Ensemble et Faire Respirer Orléans, qui sont des collectifs qui sont plutôt à côté de la gauche, mais qui sont plutôt dans des parcours citoyens. Et donc c'est cette volonté de dépasser les clivages pour pouvoir proposer un projet alternatif à la droite et à l'extrême droite sur Orléans. Robert. Une question. Vous n'avez pas peur de l'électorat LFI ? Alors moi, j'ai peur d'aucun électorat. Je suis désolé de vous le dire un peu directement. Moi, je suis là pour essayer de convaincre les Orléanais. Alors, s'ils ont voté Jean-Luc Mélenchon la dernière fois, moi, j'ai envie de les convaincre aussi. Mais même si ils ont voté Emmanuel Macron la dernière fois, Question en tête? C'est vrai que moi je suis maman d'un enfant de 5 ans et effectivement j'ai pas eu de place en crèche. Pareil. Voilà, ça a été vraiment très compliqué et ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je me suis mis à mon compte parce que ça m'a laissé du temps finalement, mon congé parental, etc. Il y a quelques petites choses qui changent en ce moment, comme le congé paternité, il me semble. Et encore, on est qu'au début, je pense, du processus par rapport à ça. Mais par rapport à nos enfants, effectivement, quand on est maman solo, est-ce que vous prévoyez
d'autres accompagnements pour ces femmes-là qui se retrouvent toutes seules en dehors de ce que vous venez de citer? Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous allez mener pour accompagner ces mères? Au-delà des places en Ça devient impossible. Dernière question sur le sport. La mairie parle souvent du sport et de la jeunesse comme priorité, mais sur le terrain, beaucoup de clubs manquent encore de créneaux, d'équipements ou de moyens. Et quelles décisions budgétaires concrètes êtes-vous prêt à prendre dès le premier budget municipal pour améliorer réellement la pratique sportive des jeunes?
Oui, l'idée, c'est d'avoir une ville vraiment inclusive, qui permet à tous les moments de la vie d'avoir une préoccupation sur les personnes en situation de handicap. Handicap visible ou non visible. Ça passe sur l'école inclusive, comment on rend accessibles nos écoles pour les personnes qui sont en situation de handicap ou en mobilité réduite de manière temporaire, des gens qui se cassent une jambe, etc. Donc c'est aussi ça. C'est permettre d'avoir des outils pédagogiques qui permettent de prendre en considération l'ensemble des questions de handicap et de pouvoir équiper certaines écoles de manière spécifique et avec du matériel qui peut permettre ensuite d'aller d'une école à l'autre selon les enfants qu'on peut recevoir. C'est aussi repenser les aménagements urbains. Aujourd'hui, on a de nombreux trottoirs qui ne sont pas accessibles. Quand on parlait de la ville à hauteur d'enfant, quand on n'arrive pas à passer une poussette, on n'arrive pas à passer un fauteuil roulant, on n'arrive pas à passer une personne en déambulateur. Donc tout ça doit être repensé. On doit avoir une vision de la ville plus inclusive, plus ouverte et qui prend en considération ces questions-là. Je parle aussi des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes aidantes. On a besoin d'aider les aidants, des personnes qui au quotidien vont accompagner des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui sont en problèmes psychiatriques, etc. On doit pouvoir avec les associations, avec les services publics, avec les services du département, permettre d'avoir des situations de répit, on appelle ça, qui permettent de prendre en charge la personne pendant quelques jours, quelques heures, pour leur permettre de faire autre chose et de pouvoir continuer à les accompagner sur la durée. Et donc c'est un vrai projet de ville qu'il y a derrière pour qu'on soit le plus inclusif possible sur ces questions de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Et vous souhaitez aussi créer des espaces et des moments d'échange intergénérationnels entre les aînés et des écoles. Oui, alors ça, c'est parti d'une expérimentation qu'on a vue dans certaines communes où on a vu des personnes qui étaient en foyer logement partager des repas avec des personnes qui étaient à l'école. Et notamment se dire que sur le temps du midi, on pourrait créer des moments de rencontre où des jeunes puissent manger avec des plus anciens. Ça crée des ponts très intéressants, des interactions, de la cohésion. Ça permet aussi de stimuler les personnes âgées. Ça permet aussi de faire découvrir des parcours de vie, des histoires aux plus jeunes. Et je trouve ça très intéressant, ce travail sur l'intergénérationnel, ça passe sur le temps du midi, mais aussi sur des activités périscolaires où des jeunes retraités pourraient venir donner du temps, partager aussi une expérience professionnelle avec des jeunes. Et donc ça, on trouvait ça très intéressant, au-delà de la question du logement que j'ai pu évoquer, que ces moments de rencontre soient institutionnalisés et accompagnés par la ville. On va terminer cette émission. Merci. Est-ce que vous avez déjà contacté des écoles qui sont d'accord pour nous on a en fait ça a déjà fonctionné dans d'autres villes. D'accord. Et donc très clairement c'est entre guillemets assez facile à mettre en place, de créer. Il faut qu'on jumelle en fait un foyer logement avec une école. Et l'idée, c'est pas que ça se fasse en une seule fois, c'est que les jeunes ils aillent voir le foyer logement, que le foyer logement vienne voir l'école et qu'il y ait un vrai échange. Et voilà, ça demande pas beaucoup d'argent, c'est souvent à proximité. Donc avec des moyens assez modestes, on peut créer de l'intergénérationnel et du lien un peu plus fort dans notre ville. Juste pour une dernière question. Allez-y, Robert. Question d'actualité. Parce que sur Orléans, la ville d'Orléans, il existe des bandes extrêmes de gauche ou de droite dans la ville d'Orléans. Il en existe? Des bandes. Vous parlez de l'actualité qui a lieu en ce moment avec la question des identitaires. Ah, ok. Donc sur cette question-là, oui, on sait qu'à Orléans, il y a des identitaires d'extrême droite qui sont connus, identifiés. Ils ont eu, il y a la cocarde à l'université, il y a un certain nombre de groupuscules violents sur Orléans qui viennent de temps en temps. On a eu des gens avec des tatouages nazis, place du Mars 3. Enfin voilà, c'est des choses qui existent à Orléans, qui ont eu des moments un peu violents sur les lois retraites aussi, qui sont intervenus sur Orléans, mais récemment j'en ai pas connu. Enfin, voilà, après moi je traîne pas dans ces milieux-là, donc je pourrais pas vous les identifier, mais je sais qu'il en existe à Orléans. C'était ma dernière question. Et ben justement, merci Robert pour cette transition, parce qu'on va finir cette émission en parlant de la sécurité. Monsieur Grouard revendique donc depuis 2001 une baisse de la délinquance à 84%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre? Moi, je vous poserai la question, est-ce que vous avez l'impression que la délinquance a disparu à Orléans? Non.
Non, c'est c'est une question très, très franche. Quand on entend 84% de la baisse de la délinquance, on a l'impression que la délinquance a disparu à Orléans. Et je pense qu'il y a une vraie dissonance entre les chiffres de M. Courard et en fait ce que vivent les Orléanaises et les Orléanais. Moi, je sens vraiment... peut-être que les chiffres sont bons, peut-être. Ces chiffres, ces indicateurs, je sais qu'ils sont imparfaits. La Chambre régionale des comptes les a critiqués en expliquant qu'il n'y avait pas tout dedans, il n'y avait pas la question des stupéfiants. C'est ça, c'est quoi la délinquance dans ces chiffres-là, en fait? Et en fait, on a construit un indicateur avec une partie des chiffres, et ce qui nous arrangeait. Par exemple, il n'y avait pas les vols de voitures. Enfin, il y a plein de choses qui ne rentrent pas dans cet indicateur-là. Et donc moi, à chaque fois que j'entends je repose la question en disant, mais est-ce que vous avez l'impression que la délinquance a disparu à Orléans? Et malheureusement, non. Donc ça, on peut le regretter. Donc aujourd'hui, comment on agit sur? Parce que moi, on pourrait dire ça et après s'en aller. Mais non, il y a des vraies propositions concrètes. Nous, ce qu'on propose, c'est que notre police municipale soit une vraie police de proximité. Il y a le rôle de la police nationale, il y a le rôle de la police municipale. C'est deux rôles qui sont complètement différents. Et la police municipale doit remplir pleinement son rôle de proximité, d'îlotage. On doit besoin d'avoir un référent pour les commerçants et les commerçantes quand il y a des problèmes. On parlait des violences sexistes et sexuelles, sur la question de harcèlement. Il faut que le commerçant, il ait un interlocuteur privilégié auprès de la ville. Sur les questions des violences routières, on doit besoin d'avoir une brigade dédiée à ces questions-là. On sait qu'aujourd'hui, on a des gens qui font des rodéos urbains, on a des problèmes de stationnement anarchique, de vitesse. On doit besoin de réduire cette vitesse, mais ça doit être sanctionné. Et donc, on doit avoir des brigades qui doivent être dédiées là. Et on a aussi proposé, c'est une des propositions très concrètes dans notre document, d'avoir des brigades de tranquillité qui permettent spécifiquement dans les logements sociaux de traiter la question des cages d'escalier. Pour des mamans, pour des familles qui tous les jours passent dans une cage d'escalier avec des jeunes qui traînent, qui sont des fois un peu rumants, on doit besoin de les traiter. Est-ce que la police nationale, son rôle, ou la police municipale, c'est de passer son quotidien sur ces questions-là? Je ne pense pas. Et donc on doit travailler avec les bailleurs sociaux pour proposer ces brigades de tranquillité publique. Mais plus globalement, c'est la doctrine qui doit changer. On doit, par exemple, moi j'ai discuté avec des commerçants et des restaurateurs et restauratrices de centre-ville, quand le midi, entre midi et 14h, vous avez 4 fois la voiture de police qui passe entre les terrasses et que les policiers ne descendent pas, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Je pense que les policiers doivent descendre de leur voiture pour pouvoir être en proximité, à l'écoute et en soutien. Et la dernière proposition qu'on fait, c'est la question de la prévention spécialisée. Parce que la répression, c'est une bonne chose, mais avant que les jeunes ou les moins jeunes tombent dans les délinquances, on doit pouvoir les récupérer avant. Et donc ça passe par la prévention spécialisée, par des éducateurs et par des médiateurs qui doivent, de manière très personnalisée, accompagner chaque jeune de la ville d'Orléans pour pouvoir les inscrire dans des projets personnels, professionnels, de formation. Et ça, c'est du quotidien, mais c'est beaucoup plus efficace que de mettre des caméras à certains endroits qui peuvent avoir leur utilité, mais on doit pouvoir traiter la délinquance dans leur fondement. Eh ben, merci beaucoup, merci à vous. Baptiste Chapuis, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, vous êtes candidat de l'Union de la gauche et des écologistes. Merci à vous. Loris, Thiago et Robert d'avoir répondu à l'appel. Et je rappelle, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, les municipales, donc c'est les 15 et 22 mars 2026.